L'intérêt de se réveiller dans un petit village, c'est qu'on peut aller chercher un café à emporter, donc on amène toujours nos tasses. Ce qui est super cool, c'est que on a super bien dormi, on s'est couché tôt, ça fait toute la différence. Mais vraiment, on s'est couché je crois à 22 h. Hier, il y a eu un énorme orage. Je vais vous mettre quelques images. Allez, on rentre. Gros orage. Du coup, il y a une branche qui est tombée à côté de la carriole, qui a esquivé bien sûr les ânes. On a eu de la chance, on s'était mis, on avait évité, hein, j'avais vu le truc, je me dis il faut pas qu'on se mette sous cet arbre. Du coup, on a super bien dormi, on s'est couché, ouais, je disais 22 h, on s'est levé quasiment à 11 h. Ouais. Et là, on est venu faire 2-3 emplettes. On est dimanche, donc on en profite le dimanche matin avant que ça ferme. Parce qu'après, ben, le dimanche, la plupart des commerces sont fermés. Et le lundi aussi. Là, on a 2 personnes qui nous ont croisés, qui nous suivent, qui nous ont reconnus, qui se sont arrêtés, qui nous ont offert 2 petites bières et des carottes. Alex et Ben, merci à vous, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Ce qui était cool avec Alex et Ben, on a parlé 5 minutes au bord de la route là, c'est qu'ils nous ont certifié qu'on avait fait le bon choix du chemin. En passant par là, plutôt que de passer par le nord où on voulait à la base, de passer par le sud des Alpes, donc Briançon. Ils nous ont dit que ça allait être trop beau et en gros ils nous ont vachement donné envie. Ils nous ont dit vous allez voir, les coins sont magnifiques, machin machin. Et j'avoue que d'un coup il me tarde quoi. Voici l'endroit où on a donc passé la nuit. Vous voyez quand il flotte, nous on met la bâche comme ça. Bon en vrai vous l'avez déjà vu mais je le remonte pour les nouveaux. On se couvre l'endroit où on a la tête en fait. L'endroit où on a la tête, boum, on met la bâche dessus. Et pour derrière, on a une autre bâche, on a celle-là. Donc les ânes étaient dehors. Et en fait, regardez, hier soir, on a été se manger un bout en ville. Et quand on est revenu, il y avait ces grosses branches éclatées au sol. Donc tombées de là. En arrivant là, je m'étais dit, on va pas se mettre sous celui-là. Parce qu'à la base, on voulait se mettre justement de ce côté-là. Je fais non, non, pas celui-là. On va plutôt sous ces arbres plus souples. Et donc les babines se sont mises à l'abri là-dessous, ils sont rentrés dans le fossé là. Et voilà, ils étaient entre guillemets à l'abri, hein. C'est pas non plus une chambre d'hôte, mais bon bref. Donc là on est sur le départ, j'ai bu un peu trop de café moi, il va falloir que... tu connais la règle des 3 C? Crotte, caca, chiasse. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens, une voie à contretemps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie.
Ah, ben ça nous a fait du bien de nous reposer hier soir. Mais aussi ce matin, on a pris notre temps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé une rivière, donc là on est descendu, on a été faire un plouf, faire de la lessive. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui sèche dans la caravane. On suspend un peu partout derrière. On est enfin prêt. On quitte cet endroit. Sindel commence pas les conneries. Et on avait relativement une belle vue. C'est parti pour cette nouvelle journée d'aventure. Beaucoup plus en forme que les 2 jours précédents. Ça fait du bien de prendre son temps aussi le matin là. De pas se presser. On s'est coupé les ongles aussi. Les ongles poussent vachement plus vite quand on est en randonnée. Et ça, j'avais lu une étude là-dessus qui expliquait que quand ton corps est dans un état sauvage, naturel, en fait, tu as tes trucs primitifs qui reprennent le dessus. Et les ongles, en fait, c'est le truc de base hein, pour se gratter ou pour la défense ou pour creuser. C'est vrai que les ongles et les cheveux, c'est même la barbe, hein, c'est quelque chose qui pousse ultra vite quand tu es constamment en extérieur. Et là, on se les est coupés parce que du coup, ils étaient même un peu trop longs. Vous avez vu, ils sont vraiment beaux. Hein. Le mec trop fier de ses ongles d'un coup. Bref, je plaisante. Allez, donc on quitte Chabeuil et on continue de longer le Vercors sur notre gauche. Bon, là, on le voit pas, il y a une forêt, quoi. Bon, voilà, enfin, je dis un peu toujours pareil. Hein. On avance tout doucement. Sentier fermé pour cause de sentiments différents. Dans ton corps, dans ta tête. Ça fait 2 jours qu'on ne capte pas très bien avec Charlotte. En fait, quand on est parti pour cette aventure, moi je savais que j'ai besoin d'un réseau. Donc moi ça fait des années que je suis chez Bouygues Télécom. Donc j'ai pas changé particulièrement de réseau. Par contre Charlotte, vu qu'elle vient de Belgique, elle avait besoin d'un réseau français. Donc elle, on a fait exprès de l'inscrire chez Orange. Comme ça on s'est dit, pendant nos aventures, si moi je capte pas, elle me fait un partage de connexion. Bon ça je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros je peux profiter de sa connexion à elle. On s'est quand même rendu compte dans l'ensemble que quand je captais pas, elle capte pas non plus. Et lycée de Versailles. Oh c'est joli. À 19e siècle, 19e siècle. J'ai un vlog qui est terminé, c'est le vlog numéro 21. Mais que je peux pas le mettre en ligne. En vrai il aurait déjà dû sortir hier soir. Mais je capte pas. Et même avec le partage de connexion de Charlotte, tu vois, à chaque fois que je parle, il y a des bagnoles. Mais putain, on est dans le trou du cul du monde. Faut que dès que j'allume la caméra, il y a une bagnole qui apparaît de je sais pas où, quoi. Mais tout va bien en fait, on a bien dormi. Là, on s'avance apparemment dans les montagnes. Et du coup, le réseau risque d'être encore plus instable. Donc je préviens maintenant, tant que je peux encore, tant que ça n'a pas encore bugué. Si y a des fois où ça sort moins, ou machin, où vous avez moins de nouvelles, c'est normal. On approche de Montvendre. Ah mais il y avait une fête à Montvendre, j'ai vu un panneau. Oui, dans le village précédent, il y avait une pancarte marquée 30 juillet, fête des moissons Montvendre. Mémoire. Ah ouais, ça sent vachement. Oh. Mais c'est incroyable. Mais d'où on a du curry en France? T'as raison, ça sent le curry, mais on dirait qu'un Pakistanais il vient de poser sa pêche quoi. Attends, fais voir. C'est pas possible. Si, tiens, sens, c'est de l'herbe à curry. Mais comment ça se fait? C'est ça le curry? Ah ouais. Curry, ouais. Putain. On va aller par là-bas. Le tournesol, connu aussi sous le nom de la plante du soleil. Nous arrivons sur Montvendre, petit parking, petite fête de village, il me tarde de voir. Et vu qu'on n'a pas mangé, bah, moi franchement s'il y a un stand de bière, je mange de la bière. Il y a des courses de tracteurs, ah oui mais il n'y a pas que des courses, oula, full exposition. Si on ne trouve pas un truc gras et mauvais pour la santé, c'est pas normal. On est dans la thématique hein, sans le faire exprès. Hein. Ouais. Wow. Parce que le mot tracteur vient du mot traction. Et traction vient du fait de tracter par un animal. Tout à fait. Les amis, il y a une exposition de tracteurs. Oh, putain, regarde, j'en vois un. Regarde, il y a un tank là. Regarde au milieu là, le petit. C'est pas possible, il est pas aux normes. Ça, c'est un mec qui a fait ça dans sa cave, tu sais, à l'abri du FBI quoi. On va aller voir tout ça. Mais même lui, là, regarde la cheminée quoi. On dirait le domaine d'Alvaro Cavrier. Tu sais, qui a acheté un poêle sur AliExpress et qui en a fait un tracteur quoi. Bon, alors faut qu'on rentre là-dedans même si on n'a pas le droit. On dit qu'on est les organisateurs, tu vois. Oh les amis, il y a de ces tracteurs, c'est trop marrant. Oh là là, mais il y en a, mais c'est trop marrant, regardez ça. Le truc, il y a une cornemuse derrière quoi. Bon, j'avoue, on est un peu rentré au culot. Disons qu'on a exception, voilà. On nous pardonnera. Je suis super content, j'adore ce genre de truc. Pour moi, quand tu voyages et que tu arrives pile dans un village au moment où il y a une fête
de village, ce genre de trucs, pour moi c'est les meilleurs trucs quoi. C'est un sentiment quand t'es en randonnée qui est super agréable. T'arrives, t'as rien prévu, tu tombes pile le jour. C'est assez régulier, c'est assez fréquent dans mes aventures. Puis tu tombes sur des trucs que tu serais jamais venu en temps normal quoi. Fête du tracteur, on a envie. Ricard à 1 € tu dis? C'est ça. Et toi ton grand-père il a amené 3 tracteurs? Il a apporté 3 tracteurs, c'est ça. Mais quoi, c'est des collectionneurs en fait, c'est quoi là? C'est soit des collectionneurs ou alors des particuliers qui ont des tracteurs qui les gardent et qui le retapent ou alors qui les ont juste chez eux. Et j'ai apporté aussi ma caisse à savon. L'année dernière, il y a eu une course de caisse à savon organisée par Red Bull. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas y participer parce que c'était à Toulouse. Ouais. Et moi je fais mes études à Toulouse. Ah mais ouais, mais je connais bien Toulouse. Mais je vois la caisse à savon, la rue du Désabri à côté du cimetière là, ça descend. Je vois où ils font la descente. Là c'est à Pêche David. Ah c'est à Pêche David, ok. Pêche David. Ah putain, me dis pas que c'est la fusée là-bas. C'est ça. Ah tu fais des études? Tout est une modélisation. Ah bah oui, c'est vrai qu'à Toulouse et l'aéronautique. J'ai fait tout ça pendant l'été. Donc là il n'y a pas de moteur, contrairement à tous les tracteurs. Mais voilà. Donc toi c'est Dorian ou Paul? C'est Dorian. Ok, bah enchanté Dorian. Le pilote. Et on a fait le meilleur temps. Mais on est fini 3ème parce que... 3ème quand même, c'est bien. Ouais, c'est pas une simple course. Il y a aussi tout l'aspect folklorique de la course. Ouais. Et il y a t'es noté pour la qualité de construction, ouais, ok. le temps, mais aussi la chorégraphie qu'il y a juste avant. Ah oui. Comme on n'est pas des chorégraphes, ah oui. ça a un peu pêché là-dessus. Ah mais j'y avais été, j'y allais à Toulouse. Hein. Ah ouais, je vois très bien. Ouais, à chaque fois, bah, t'as toujours le mec qui a fait son caddie avec une palette et des 3 roues. Et vous êtes motivé quoi. Moi, mon père est agriculteur, donc j'ai du matos. C'est un bobsleigh en fait que t'as fait. C'était où cette compétition? À Toulouse. C'est chaque année? Des fois, c'est vraiment dans à Tokyo, à New York. T'as gagné, enfin pour 3ème place, vous gagnez un truc. Ouais, un prix, c'était une demi-journée de karting. C'est sympa. Bah bravo. Alors c'est trop cool qu'on arrive pile là. À peine on est arrivé, on a rencontré un abonné. Putain, il y a des beaux tracteurs. Hein. Regarde celui-là quoi. Là-bas tout derrière là. C'est des mélanges entre tracteur et tank quoi. Tu sens qu'ils ont écrasé du nazi, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté il y a Pixar qui aurait moyen de faire un bon dessin animé là. Regarde celui-là. Une chaudière. Le mec a pris un chauffe-eau, un radiateur et il s'est dit ça va bien rouler à un moment donné quoi. Mais quoi? Et regarde même le siège. Même le siège, je suis fatigué quoi. Ça c'est une valve de pompier quoi. Il est pas homologué celui-là. Oh la merde. Ah oui, il marche vraiment au charbon. Ah c'est vraiment ça, il marche au charbon. Regarde celui-là là. Tu sais, je suis sûr qu'il y a une raison en plus. C'est genre dans les vignes ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a forcément une explication. Putain, mais hey, Charlotte, on voulait une fête, on l'a créée quoi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous êtes de quel coin? De Toulouse. Vous traversez comme ça la France? Ouais. Ouais, on est passé par hasard là, on s'est dit faut absolument qu'on s'arrête quoi. Le hasard c'est bien parce qu'on vous voit déjà. C'est sublime. Moi je suis fan. Ah, l'attelage. Ah oui, oui. Bah c'est les vieux tracteurs hein. Bah ouais. Oui, ouais, c'est le début. Hein. Ah. C'est le début, hein. Vous êtes un organisateur? Enfin, oui, voilà. Ok. On m'en occupe un peu avec les on s'est permis de rentrer dans l'air parce qu'on voulait pas se rester sur. Non, vous avez bien fait. Ouais, mais là, vous arrivez à dormir dedans? On dort dans la calèche. Ouais. La banquette avant. Ouais, elle se démonte, on a mis des vis papillons là. Ouais, on voilà, enlève les 4 écrous, on le fait par avec terre. un collègue, on en parlait, je dis mais. À la tienne. Santé. On se reçoit plein de compliments depuis tout à l'heure. Hein. Les gens qui nous disent vous êtes trop beau, votre carlèche elle est trop belle. Putain, il y en a un, il a posé un étron de calamar là. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Donc petit stand d'objets d'artisanat. Oh, on est pile arrivé au bon moment. Toi quand on dort bien on est sur une meilleure énergie et du coup il se passe des bonnes choses dans la journée.
bien, je remercie tous les habitants de Montvendre. On a été accueillis comme des rois. Il y a eu... Oh, pauvre petit papillon. Il y a eu plein de gens qui nous ont pris en photo, qui nous ont accueillis, les organisateurs de la fête. Il y a eu plein d'abonnés aussi. On a rencontré un abonné qui était vraiment, j'oserais dire, ému de nous rencontrer. Donc vraiment, chouette rencontre au milieu de nulle part, dans un petit village. Vraiment excellente ambiance à Montvendre. Un bon esprit, bon dimanche là. Youhou! Un petit galop, ça fait longtemps. C'est bien Balti. Prise d'initiative, Balti, c'est Balthazar qui l'a initié. Oui. C'est bien mon Balti. Il faut faire courir Blablin Balti. Il est chic un Balti quand même. Ouais, il est chic, il est élégant. Oui. Il est beau mon Balthazar. Je vais profiter un peu de cette ligne droite pour vous parler des références. Alors qu'est-ce que j'entends par référence? Je veux surtout dire les choses qui m'ont inspiré et qui m'inspirent encore pour cette aventure dans ce voyage, que ce soit des livres, des films, des jeux vidéo, même des peintures, qui m'ont marqué dans ma jeunesse et qui m'ont vraiment inspiré pour préparer cette aventure, le poignet. Je sais que la référence principale que tout le monde me parle et tout le monde me cite, c'est la fameuse petite maison dans la prairie, avec Mary Ingalls ou je sais pas quoi, Charles Ingalls. Je vous le dis, je n'ai jamais lu un seul bouquin de ce truc-là. J'ai déjà, comme tout le monde, vu une fois le générique, mais j'ai jamais vraiment maté la série, parce que je sais qu'il y a une série télé aussi. Et j'ai été voir, du coup, forcément, à force qu'on en parle, en effet, la carriole qu'on voit dans le générique ressemble grandement à la nôtre. La nôtre est quand même plus belle. Mais on peut comparer, nous c'est vraiment une sorte de bâche, que c'est une sorte de toile en fait. Leur protection du carriole, c'est vraiment le vieux tissu de l'époque, une toile épaisse un peu comme les tentes militaires ou les grosses tentes de scouts. Mais c'est pas du tout ce qui nous a inspiré. En fait, moi, ce qui m'a inspiré, en effet, c'est plus l'imaginaire collectif autour du monde du cow-boy, du Far West, mais plus largement du 19e siècle. Ayant grandi, comme beaucoup, avec une certaine forme d'influence du cinéma américain, que ce soit dans les films ou les séries ou les bandes dessinées, c'est vrai que j'ai cette image du Far West cow-boy, où tu as des calèches, des charrettes tirées par des chevaux, tu as une sorte de chevauché fantastique. C'est vrai que quand tu es garçon et que tu te déguises, tu as toujours envie d'être le shérif, le cow-boy. Tu as l'impression que c'est un peu l'homme qui fait tout, quoi. C'est celui qui affronte les Indiens, celui qui a un pistolet, c'est en même temps le chef de la ville. C'est un peu un fourre-tout, le Lucky Luke, vous voyez ce que je veux dire? Il fume la pipe, toi il a la classe, il est silencieux. Il y a aussi tous les films de cow-boy western avec Clint Eastwood. Les films de Sergio Leone, les western spaghetti aussi, toute cette période de l'âge d'or du cinéma américain nous a pas mal influencé. Après les westerns, je sais que moi j'avais un pote dans ma classe qui était vraiment ultra fan de tous les westerns. Il avait pour quelques milliards de plus Le Bon, la Brute et le Truand et tous les autres là. Il en était fan, il avait une collection complète. Moi j'aime bien mais vite fait, tu vois, à un moment donné les ambiances désert, climat jaune, tout ça, il fait chaud, ambiance cactus, ça me parle vite fait mais voilà, à petite dose quoi. L'imaginaire du cow-boy, ça pue la classe comme on nous a dit l'autre jour, vous puez la classe, tu sais, il y en a un, il nous a dit ça l'autre jour. Tu sais, au début je l'ai mal pris, il fait ah, franchement vous puez, t'es là quoi, vous puez la classe. T'es là, ah oui d'accord, vous puez la classe. Tant que je suis là-dedans, on peut parler du jeu vidéo qui s'appelle Red Dead Redemption. Alors c'est un jeu vidéo qui est très connu. Mais étonnamment, je n'y ai jamais joué. Je rentre pas dans l'histoire, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'ai essayé, hein. Je trouve ça long, je trouve ça chiant. Les mecs ils poussent tellement le réalisme très loin qu'en fait il n'y a aucun fun. Tu dis oui mais attendez, on est censé s'amuser à un moment donné. Par contre voilà, tu peux que souligner le travail bien fait, la conquête de l'Ouest quoi. Tu te projettes, c'est presque un jeu, comment dire, de simulation. Tu incarnes un mec du Far West. C'est le cliché qu'on peut avoir en tête du cow-boy et de l'Indien. Les braquages de train, les chevauchés à cheval, la chasse d'animaux sauvages, tout ça. Le côté trappeur en fait, trappeur survivaliste dans la Grande Amérique. C'est un jeu qui le met à merveille ça, avec des grands paysages magnifiques. Mais c'est vrai que moi j'arrive pas à rentrer dans le jeu en fait. Je trouve qu'il manque une saveur, il manque un truc. Dans l'esprit jeu vidéo, il y en a un qui vraiment m'a marqué et qui n'est pas étonnamment sur un truc de cow-boy ou Far West. Et là pour le coup c'est une vraie référence pour moi.
C'est un jeu qui est moins connu, qui s'appelle Final Fantasy Crystal Chronicle. C'est un hors-série qui était sorti sur la GameCube, la Nintendo GameCube, et qui moi m'a profondément marqué. Le scénario est tout simple, t'as un monde où voilà, t'as chacun qui vit dans un petit village, et en fait il y a une sorte de brouillard dans lequel il y a des monstres, et les gens peuvent pas sortir de leur village, parce que sinon ils rentrent dans ce brouillard et ils sont attaqués par des monstres. Et en gros, toutes les ans, ils envoient des jeunes avec une caravane justement, partir explorer cette brume, pour récolter une sève, la sève d'un arbre qu'on appelle la myrrhe. Après ils ramènent cette myrrhe dans leur village et c'est ce qui en fait empêche le brouillard de rentrer dans le village en fait. Toi tu incarnes un jeune qui on lui offre sa première caravane et c'est vraiment une calèche quoi. Avec un gros monstre qui l'attire devant, tu pars avec 2-3 compagnons et tu vas dans le monde et puis tu rentres tous les ans dans ton village ramener cette myrrhe. À chaque fois ils font une fête de village et c'est vraiment, rien que le jeu est ultra référencé hein. Il y a une ambiance Dark Crystal, un autre film et une série pour moi qui est culte. Il y a vraiment une ambiance, tout ce qui est Heroic Fantasy, c'est médiéval fantastique. Pour le coup, Crystal Chronicle, c'est vraiment une énorme ambiance, même dans le choix des musiques par exemple. Quand tu jouais à ce jeu gamin et que tu entendais les musiques, ça te propose tout un univers. Et moi ce que j'adorais, c'était juste les petites cinématiques. Entre deux villages, des fois, tu avais une petite cinématique qui se déclenchait. Et tu voyais ton personnage qui marchait avec ses 2 babines devant qui tractent le chariot, avec les petites lanternes qui vacillent sur le côté. Et je sais pas pourquoi ça m'a tellement marqué ce truc là. Je me disais mais ça a l'air trop bien, je veux vivre cette vie là quoi. Je veux marcher avec une calèche et mon gros animal qui tire le bordel quoi, et dormir dans la calèche. Ce qui me fait plaisir c'est que j'ai un pote là que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais qui suit les vidéos sur YouTube. Il me connaît lui. Et il m'a dit mais Céleste en fait ton aventure que tu vis, c'est quoi qui est sur la route là-bas? Il y a un truc bizarre. On dirait un gremlins quoi. Il y a juste 2 oreilles quoi. Et il m'a dit mais Céleste en fait ton aventure que tu vis c'est juste Crystal Chronicle. Ça m'a fait plaisir parce que du coup il a la ref et il a de suite capté quoi. Crystal Chronicle m'a profondément marqué, mais même jusqu'au personnage, avec de la manière dont il s'habille, avec son petit béret, sa chemise, ses guêtres. Là figurez-vous je me suis rendu compte après. C'est une fois que j'ai fait le messager et que je suis retombé sur ce jeu vidéo, je me suis dit mais putain mais en fait c'est tellement moi quoi. Comme quoi des fois on pense avoir des idées, on sait pas trop d'où ça vient notre inspiration et en fait quand d'un coup on te le met dans les yeux tu te dis mais en fait ça vient de là, c'est une image qui s'est imprégnée dans mon cerveau, dans ma mémoire et que j'ai inconsciemment reproduit. Attention non, renverse pas le chien. Oh. Dans le même genre il y avait un film qui s'appelle Les Ewoks, ça se passe dans l'univers des films Star Wars. Bon j'ai jamais été un énorme fan des films Star Wars mais bon je connais parce que c'est quand même très connu. Et ils avaient sorti un sous-film, je crois qu'il était limite même pas sorti au cinéma, qui était directement passé en DVD ou cassette. Et ce sous-film s'appelait Les Ewoks, il y en a eu 2. Et moi c'était un de mes films préférés gamin. La bataille pour Endor et la caravane du courage, c'est donc les 2 films. Et à un moment donné, les héros partent à l'aventure avec tous les Ewoks, donc ils forment une caravane, justement. Et pareil, t'avais des genres de gros monstres, avec une sorte de grosse calèche. Et moi j'aimais trop cette image de l'aventure, en fait, cette image de... on prend des affaires dans le carriole, on fout une grosse bête devant et on marche, part à l'aventure. C'est un road trip en fait, tu traverses des pays, tu fais des bivouacs, tu dors en haut d'une montagne, près d'un lac, tu vas dans une grotte, tu sais, tu rencontres différentes personnes. Et finalement le film c'est ça, c'est une aventure, un voyage. Et quand t'es môme en fait ça te fait rêver tout simplement et tu te dis mais c'est génial ce truc là. C'est vrai qu'il faut croire que j'ai un petit côté nomade inconscient qui fait que ça a toujours titillé chez moi une envie de voyage. J'aime bien je crois l'idée, c'est quand tu as tout avec toi. En fait j'aime bien cette idée que quand tu bouges, tu as ta maison qui te suit. Ou par exemple en randonnée, c'est cette idée du sac à dos. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est un sentiment ultra agréable quand tu viens de faire un bivouac quelque part et que le lendemain matin tu t'en vas pour ta nouvelle journée de marche, que tu prends ton sac et que tu sais que tu as tout dedans. Tu as ton lit, tu as de quoi manger, dormir, te réchauffer. Tu as tout en fait avec toi, tu as d'une certaine manière ta maison sur le dos et c'est un sentiment où tu n'as pas d'appartenance à un lieu spécifique, une terre ou un terrain privé ou je sais pas quoi, qui fait que tu es libre du voyage. C'est ultra grave parce que ça fait que quand tu avances sur un chemin, tu sais que ta maison pour la soirée sera là-bas en fait. Il n'y a pas une notion de laisser quelque chose derrière soi. Tu avances et tu vis vraiment l'instant présent. Parce que finalement quand tu es dans le passé dans ta tête, c'est que tu penses à quelque chose qui est derrière toi. Et quand tu es trop dans l'avenir, c'est quelque chose devant toi. Or, quand tu es en randonnée, ou en tout cas quand tu es nomade et dans le voyage, il y a cette idée de l'instant présent, même sans le vouloir. Là, par exemple, on a dormi à Chabeuil. Voilà, c'était bien, on en part, on sait qu'on n'y revient pas. Et cette idée de la découverte, du mystère. Aujourd'hui, on découvre ce nouveau paysage et on est content.
C'est ça qui est ultra agréable, je crois, en rando et dans la notion de voyage qui, moi, m'a toujours stimulé, mais même tout petit, en fait. J'adorais ce sentiment d'exploration où tu avances et tu te dis, ah vas-y, ce soir on dort là. Et presque, quand j'étais môme, ça me faisait chier quand après je devais rentrer à la maison. Je disais, ah putain, fait chier, on a construit une cabane, mais on doit la quitter, tu vois, on doit rentrer officiellement chez nous. Mais quand t'es môme, tu raisonnes pas comme ça. Mais j'avais ce sentiment à chaque fois de tristesse où, en fait, presque inconsciemment, j'attendais qu'un pote me dise, vas-y, chiche, ce soir on dort là, quoi. Il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre tout ça. Tu dois te poser et te dire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis aussi, il y a cette image, tu vois, dans la société actuelle, on te dit que quand tu es voyage, c'est que tu manques d'enracinement, que tu es instable, que tu as des choses à régler. C'est presque des gens qui n'ont rien, quoi. Ils sont à la recherche d'une terre. Il y a quelque chose de très négatif derrière. On te vend pas ça comme du rêve, tu vois. Au contraire, on te vend le rêve comme c'est bien d'être posé, d'avoir un boulot, un CDI, d'avoir une femme, un enfant, tu vois, d'avoir une belle voiture, d'avoir un bon gazon bien tondu. Toi, on te vend le rêve comme la télé, le canapé en cuir qui fait l'angle, le poêle à pellets et toutes ces conneries. On te vend ça comme le confort. Et en fait, dès l'instant que tu sors un peu de ça, quand tu dis, ben, moi en fait, ce que j'aime, c'est dormir sur des pots de bêtes dehors dans la nature, c'est ah, mais t'es un clodo en fait, tu vois. C'est ça le truc, c'est qu'il faut bien sortir d'un cliché, mais éviter d'en tomber dans un autre, tu vois. C'est un peu comme les adolescents quand ils sont gothiques, quoi. Ils se pensent anarchistes hors système et en fait, ils rentrent totalement dans un autre cliché. Ce qui est compliqué quand tu te trouves, quand tu te cherches, c'est justement de réellement te trouver toi avec tes affinités, avec tes envies, et pas en réalité te laisser influencer par un mouvement, une mode ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, moi, le mouvement, la mode, je sais qu'il n'y en a pas là. Si vous voulez, je ne suis pas en train de suivre un courant actuellement. Je ne suis pas en train de rentrer dans un moule de la vague des youtubeurs van life qui font ça avec des calèches, des ânes. C'est peut-être un mouvement que moi je vais lancer. Parce que par exemple, je vous le dis, hein, j'ai remarqué ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui font des trucs avec des ânes. Mais vraiment, j'en vois partout, sur internet ou même dans la vraie vie. J'ai l'impression que l'âne est... Et en plus, il y a eu un film qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Allez, une autre référence que je vais vous sortir, et qui là pour le coup a été pensée avant de partir, c'est Van Gogh, le peintre. Il m'a beaucoup influencé dans ses peintures. J'en ai une précisément en tête où tu vois deux personnes se reposer en plein été dans son champ de paille à l'ombre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué l'esprit. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien, de manière générale, quand on regarde les vidéos, qu'on en regarde ce souvenir très estival, très chaud, très vieille époque en fait, ce côté paysan tout simplement, qui traverse des paysages divers et variés, mais je sais pas, il y a un côté Van Gogh en tout cas dans sa peinture, m'a pas mal influencé. Et pour rester dans les peintres aussi, ça j'en avais déjà parlé également pendant ma rando sur Stevenson, le peintre allemand Gaspard David Friedrich, et pour toute la période surtout qu'on appelle le romantisme allemand. Alors ça pareil quoi, ça a été des images qui m'ont plu tout simplement, qui m'ont évoqué quelque chose, déjà par justement comme le nom du mouvement, le romantisme, quelque chose qui me parle. Et puis je sais pas, j'ai toujours aimé ces genres de déambulations solitaires avec une sorte de réflexion spirituelle sur la vie, sur la place de l'homme dans la nature, face à d'énormes paysages. Et ça c'est quelque chose aussi qui m'a fortement inspiré, c'est-à-dire quand je dis référence et inspiration, et ben c'est quelque chose qui, de manière consciente ou inconsciente, j'essaye de m'en rapprocher. Plutôt que ce soit, si vous voulez, de simples images qui m'ont marqué, plutôt que ce soit juste « ah j'aime bien ce peintre » ou « j'aime bien ce film », ce sont des choses que j'essaye d'incarner. Et pourquoi pas à mon tour proposer. Pourquoi pas, là par exemple je vois il y a des enfants qui n'arrêtent pas de m'envoyer des dessins de l'aventure Le Pionnier. C'est-à-dire que pour eux, le pionnier marque leur esprit. Donc quand je dis le pionnier, je parle de Charlotte, de la calèche, des deux ânes, du chien, de moi. On est en train de marquer leur esprit, tout comme moi, les peintres ou les réalisateurs dont je vous ai parlé précédemment ont marqué le mien plus jeune. Ben, ça me touche en fait, ça me touche parce que je me dis putain mais c'est fou quoi. Et si ça se trouve, eux plus tard, ils ne sauront pas pourquoi, ils auront envie de mettre un pied dans le montre équestre et se dire vas-y on part à l'aventure, un sac à dos sur le dos, allez hop, on va faire des bivouacs quoi. Après en termes de bouquins, moi qui m'a profondément marqué, il y avait pour côté on va dire spirituel, il y a eu L'Alchimiste de Paulo Coelho, mais celui-là je vais pas plus en parler parce que c'est tellement connu, c'est comme les cartes à cordes Toltec, en fait c'est génial, hein, c'est des bons livres, mais pour moi j'ai un peu l'impression que c'est un peu les premiers pas, mon premier bouquin spiritualité. Mais c'est génial, hein, je critique pas du tout, mais je veux dire ça sert à rien que j'en parle de ça. Il y a Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson, mais pareil tout ça pour le coup c'est pas des influences. Ça pourrait être des références, mais c'est pas des influences, c'est pas des choses qui moi m'ont influencé. Par contre, il y a plus du Henri Vincenot, là ça aurait pu m'influencer. Le Pape des escargots, ça c'est un de mes bouquins préférés tout simplement.
Il y a aussi deux autres références que j'ai oublié de citer, qui sont pourtant très connues. L'appel de la forêt de l'écrivain américain Jack London. Alors pareil, ça m'a marqué parce qu'on retrouve ce lien homme-animal. Donc pour résumer l'histoire, tu suis l'aventure d'un chien nommé Buck, qui est donc un chien domestique. Il se reconnecte petit à petit avec son côté sauvage et primitif. Et moi, c'est quelque chose que je mets en avant dans toutes mes vidéos YouTube. Vous pouvez même aller dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. Ça fait même partie d'un des concepts de base fondateurs de la chaîne Bunker Sauvage. Se reconnecter avec son lien primitif et sauvage, son instinct, pour justement retrouver une forme de spiritualité, de naturel, de spontanéité et d'instant présent. Parce que je pense que c'est ce que la société moderne a fait de mieux, c'est de nous éloigner de ça, en soi-disant voulant nous civiliser ou nous moderniser. Donc Jack London, gros coup de cœur, en précisant également que Jack London est la personne qui a écrit le célèbre Cro-Blanc que vous avez tous au moins déjà entendu parler ou que vous connaissez même. On peut citer les Thoreau, les Tolstoï également dans la même trempe. Et bien sûr Mark Twain pour Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Tom Sawyer, donc c'est plus pour le côté du coup animé, je regardais les dessins animés étant gamin. Tom Sawyer, j'ai vraiment cette image de ce qu'on est en train de vivre là, quoi. Une aventure, une épopée, ce délire un peu roulotte, la manière de s'habiller. Voilà d'autres références que je vous balance comme ça en vrac. J'avais lu le livre Into the Wild, très très beau livre aussi. Bon, le film également, le film m'a marqué. D'ailleurs, j'ai connu le livre par le film en réalité. Ça, je l'avais vu, j'étais jeune, hein, je devais avoir la vingtaine, je sais plus quel âge j'avais quand j'ai vu le film, et il m'a foutu une claque, hein, le film. Mais comme beaucoup, hein, je pense. Hein. Étonnamment, moi, ce qui m'avait fait tirer les larmes, c'est pas la fin tragique, c'est la beauté du truc. Je trouvais ça beau qu'un homme quitte sa famille, quitte son monde, pour vraiment écouter son cœur et aller vivre dans la nature, quitte à en mourir. Je trouvais ça beau, ce délire de tout plaquer pour aller s'isoler. Alors après, il faut faire gaffe aussi que ça ne devienne pas une sorte de mode morbide un peu, parce que c'est vrai que suite à Into the Wild, il y a beaucoup de gens qui se sont dit vas-y, moi aussi je m'en vais dans la nature, fuck le système et tout. Toi, après, il y a toujours des dérives, mais en vrai, le message du film, il y avait quelque chose d'assez beau, quoi. C'est touchant, c'est ce genre d'ado, enfin c'est pas un ado, mais bon, jeunes adultes, il est diplômé, quoi. Il quitte tout pour aller, voilà, il veut être dans la nature, quoi. Il veut être avec les éléments, il veut être dans le froid, il veut apprendre à chasser, il y a un côté survivaliste, quoi. Et c'est vrai que ce film m'avait profondément marqué. Donc là aussi c'est une influence, mais c'est une influence qui est assez connue. Mais si je dois avouer que Into the Wild, quand je l'avais vu, je me rappelle, je venais d'avoir mon bac, j'étais quelques années après, donc j'étais pas encore rentré à l'école des Beaux-Arts, j'étais dans l'université en histoire de l'art et je me demandais qu'est-ce que je foutais là. En fait j'étais dans un nœud de vie où j'étais pas très heureux en vrai. Tant dans mes études qui étaient un peu nul à chier, mon avenir, je savais pas du tout quoi faire. Et du coup ce film Into the Wild en fait m'avait juste foutu une claque pour ça, quoi. C'était un film qui m'avait dit, en fait, t'es pas en train d'écouter ton cœur, t'es juste en train de suivre le chemin de monsieur, madame, tout le monde, le chemin qu'on te met, le rail dans lequel on te met dès ta naissance, quoi. Le parcours scolaire, les études, et tu vas faire quoi plus tard. Et en fait, j'étais pas du tout heureux. Comme si j'étais pas conscient, en fait. J'étais encore un endormi, on pourrait dire, où j'étais juste là à suivre le mouvement général. Et je sais qu'Into the Wild a été un des premiers réveils, quoi. Un des premiers trucs, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce que quand tu sors de la séance du cinéma où t'es en larmes, et tu te dis c'est qu'il y a un truc qui m'a touché, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça m'a mis autant une claque en fait. Mais simplement parce que tu as envie de vivre la vie du mec, sauf que t'as pas les couilles. Tu as envie de tout plaquer et de te barrer. Puis dans le film, tu vois, il rencontre une belle nana, il rencontre un vieux, il rencontre un mec qui veut l'adopter, il fait plein de rencontres, il rencontre un paysan qui fait du trafic d'autoradio, enfin bref, il y a tout un délire, il fait une multitude de rencontres et finalement c'est un voyage initiatique. En vrai, il y a un côté égoïste, hein, dans Into the Wild, c'est parce qu'il y a un côté, il fait vachement de mal à ses parents, bon, qui représente tout ce qu'il déteste, hein, le capitalisme, le monde matérialiste. Et tu vois, par exemple, il fait mal à sa sœur qui s'inquiète parce qu'il disparaît dans la nature, vraiment. Il y a quelque chose de triste dans Into the Wild. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était son rapport à la nature, son rapport à... Tu vois, il pleure parce qu'il regarde un coucher de soleil. Et moi, je me dis là, mais waouh, ça me donne trop envie. On peut dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à tenter de m'intéresser à tout ça, quoi. En plus, je venais de la campagne, moi je suis un gosse qui est vraiment grandi à la campagne. Et donc Toulouse, il y avait ce double paradoxe où je me retrouvais dans une ville et je me demandais tous les jours qu'est-ce que je foutais là. Je sentais qu'il y avait un décalage. Je veux dire, moi je viens vraiment des arbres, quoi. J'ai grandi dans la forêt. Et quand j'ai eu mon bac, je suis monté à la ville, mais Toulouse pour moi c'était le futur, quoi. Je comprenais rien. Je vous mens pas, le métro, tout ça, ça me faisait peur. Les gens, j'osais pas parler, j'avais peur de dire bonjour juste à un guichet, enfin... Et vraiment, moi, ça me minait le moral, mais je m'en rendais pas compte, si vous voulez. C'était comme une forme de dépression passive où tu vois que t'es pas heureux, mais t'arrives pas trop à savoir pourquoi. Mais la réalité, c'est juste parce que t'es pas du tout là où tu dois être, quoi. C'est comme si tu mettais un poisson rouge dans de l'eau pétillante.
Bah c'est dans de l'eau mais c'est pas la bonne eau tu vois. J'ai l'impression que tous les gens sont des poissons rouges qui sont dans de l'eau pétillante. Il y a très peu de poissons qui osent sortir du bocal. Parce qu'on leur dit que s'ils sautent ils vont mourir asphyxiés. Alors qu'en réalité non, si tu sautes tu tombes dans de l'eau claire. Enfin bah, à moins que tu sois pas chanceux non plus quoi. Mais après c'est le parcours de chacun. Il y a des gens qui si vous voulez toute leur vie ne rencontrent jamais les bonnes personnes. Les bonnes personnes pour les aiguiller sur les bons chemins. Il y a des gens si vous voulez ils se maintiennent dans un niveau bas. Et ils s'abreuvent de choses basses. Ils vont regarder des conneries à la télé, même quand on leur laisse le choix, c'est-à-dire même quand ils sont sur YouTube, qu'ils peuvent aller regarder des choses intellectuelles. Non, ils continuent d'alimenter leur cerveau qu'avec de la merde. Du coup, ben forcément, à ces gens-là, qu'on appelle des consommateurs, ils consomment que ce qu'on leur donne à manger. Donc quand ils vont au cinéma, ça va avoir des Marvel. Voilà, quand ça allume sur TikTok, ça regarde du rap, enfin des conneries à la con. Enfin, tu vois, tu maintiens la populace dans un niveau intellectuel très bas, parce que, oh là là, il faudrait pas qu'elle s'émancipe. Il faudrait pas qu'elle s'émancipe. Et du coup, dès l'instant que tu as un libre penseur ou un éveilleur des consciences, au cas où il ferait trop de remous, tu comprends, faudrait pas que les politiciens soient renversés, hop, on les traite de complotistes, tu vois. Quand j'étais à Toulouse, mais vraiment, j'ai l'impression que j'étais dans une bulle, mais perdue, quoi. Si on me disait ça c'est bien, j'étais là, ah ouais, c'est bien, ok, quoi. Quand à un moment, je me suis extrait de tout ça, mais même de mes copains, je parle. J'avais des potes avec qui je suis plus pote maintenant, mais qui me maintenaient dans cette merdasse et qui y sont toujours à l'heure actuelle. Donc pour eux, je suis juste un mec cavrier qui maintenant va voir le pape à Rome. Voilà, je suis un facho d'extrême droite. Mais en vrai, je connais pas plus facho que eux en réalité. Que tous ces gauchos qui se pensent bien pensants et qui en fait ne veulent surtout pas que tu contredises leurs idées. Il n'y a pas plus extrême comme... C'est les victimes devenues bourreaux. Et donc forcément, quand tu t'émancipes, c'est tous ces liens qui sont difficiles à couper au début. C'est tous ces trucs où tu te dis, mais est-ce que je fais le bon choix? Parce qu'à chaque fois que tu fais un pas vers la liberté, tu te prends 10 réflexions, tu vois, des gens proches en plus, de tes patrons, de tes collègues, de tes amis, de tes copines. Et en fait, le plus dur, c'est de couper cette merdasse. Si au fond de toi, tu sens que t'es pas aligné avec tout ça, faut que ça dégage. Et tu verras, je vais même te dire un truc, plus tu prendras le bon chemin, plus tu te prendras des trucs à contre... Mais des gens seulement. Parce que la vie te dira, oui, vas-y, c'est le bon choix, mais tous les gens te mettront des bâtons dans les roues. Les gens ne supportent pas de voir les autres gens s'émanciper. Parce que quand tu t'émancipes sans eux, ça rappelle qu'eux stagnent et sont dans une vie médiocre dans laquelle ils ne sont pas heureux. C'est quand tu te révèles toi-même que tu vois vraiment sur qui tu peux compter. Et moi je suis passé d'une vingtaine d'amis à 2. J'en ai plus que 2 amis quoi. Parce que ça fait le tri par ton affirmation personnelle. Et quand tu changes de lumière, quand tu changes de costume, quand tu changes d'habit, quand tu changes de personnalité ou d'identité, eh ben oui, tu perds l'ancien monde, mais t'en crées un nouveau. Donc d'un coup, les nouvelles relations que tu crées sont beaucoup mieux. Par exemple, les rencontres amoureuses, mais aussi les rencontres amicales, les rencontres professionnelles, en fait, tout s'enclenche. Parce que du coup, derrière, tu retrouves des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, on va dire. Après, je dis pas qu'il faut côtoyer que des gens qui sont dans le même état d'esprit. Mais en tout cas, il faut pas côtoyer ceux qui te retiennent constamment dans le passé ou dans leur niveau de médiocrité à eux, quoi. Il y a plein de gens qui, en fait, quand ils te voient te rendre heureux et t'accomplir, ils ne s'en rendent même pas compte que c'est une forme de jalousie, mais ils supportent pas de voir que tu leur échappes. Parce que tu les rassurais dans leur quotidien. Par exemple, ton pote avec qui tu allais boire un coup tous les mardis soirs. Il comprend pas pourquoi d'un coup tu lui dire écoute mec, ça m'intéresse plus en fait de boire des coups. Il ne le conçoit pas parce qu'en fait tu changes sa réalité et tu le renvoies face à lui-même. À lui, genre bah écoute, moi j'ai décidé d'évoluer et pas toi, donc en fait je te laisse. Et ça en fait, du coup tu seras le méchant, sache-le. Mais la grande différence c'est que tu seras heureux. Toi tu lui en voudras pas généralement. Parce que vu que quand tu es heureux avec toi-même, tu portes pas de la rancœur envers les autres. C'est impossible d'être rancunier. Donc eux ils peuvent te détester mais toi tu les détestes pas. Et ça des fois ça peut les énerver encore plus. Bon bref, je me suis littéralement égaré dans cette conversation. On passe par des coins super. On a repéré sur la carte une sorte de lac, un étang. On va viser ce truc là. Là on est à côté d'un centre équestre. C'est pas mal le centre équestre. Je vais m'arrêter ici car j'ai beaucoup parlé. Bon du coup le lac en fait c'était un peu pas bien. C'est une sorte de grosse retenue d'eau. On s'en doutait un peu mais on voulait venir voir si c'était praticable donc c'est nul. Puis il y a déjà des gens en plus, pour ça c'est pas gênant hein, qu'il y ait les gens mais... Donc finalement on continue. Et ça tombe bien parce que je le sentais mieux cette route. Un super paysage derrière nous, avec un magnifique coucher de soleil. Et il y a un autre super paysage devant nous,
donc le Vercors. Et là on arrive dans ce petit village, je sais plus le nom. On va essayer de trouver un endroit où s'installer pour la night. Là j'ai laissé Charlotte parce que j'avais vu un chemin qui partait sur le côté. Donc je voulais aller voir ce que ça donnait. C'était loin. Et je suis arrivé à un cul-de-sac qui était vraiment pas terrible. Donc là mon but, c'est de remonter et de retrouver Charlotte. Parce que je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit écoute m'attends pas, commence à aller chercher dans le village. Donc là Charlotte est déjà dans le village en train de chercher. Mais là vraiment les paysages sont ouf. On est dans un petit village qui s'appelle comment, Charlotte? Petit village qui s'appelle La Baume. On a trouvé un petit spot. Donc toujours dans les villages, il faut viser les terrains de sport. Donc là, il y a de l'herbe. On a un beau coucher de soleil. L'autre jour, une personne dans les commentaires a posé la question suivante. Combien de temps, le soir, cela nous prend de désarnacher nos animaux? Je vous ai donc filmé l'intégralité sans coupure de la première action que nous faisons lorsqu'on trouve un spot pour la nuit. Cela vous donnera une idée du temps que ça nous prend, bien qu'en réalité, Charlotte ne me filme pas mais m'aide, donc ça va légèrement plus vite. C'est Balthazar qui mange pour une fois. Vous savez, il commence à prendre les réflexes de Babine. Les mauvaises influences qu'elle a, la Babine. Et voilà, à peu près 3 minutes 30. Ça varie et comme je disais, Charlotte m'aide donc on va un peu plus vite. Après on les laisse un peu gambader avant de les attacher pour la nuit. Je vous filmerai la prochaine fois d'autres étapes de notre installation. Attention. Voilà au paradis, Babine. Tu veux pas du tout que je te filme? Allez, sors. Tu peux aller
À demain, mon pote. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.